Bonjour et bienvenue à ce premier webinaire sur le monde de la santé face aux cybermenaces, où nous allons voir ensemble les principaux facteurs qui ont conduit à l'hypersensibilité des systèmes d'information des hôpitaux face aux cyberattaques. Donc, je m'appelle Stéphane Prévost, je suis Product Marketing Manager chez Stormshield et je vous propose de découper ce webinaire en trois parties. Durant lequel nous allons planter le décor de la série. Donc, dans un premier temps, on se projettera quelques mois en arrière, où on reviendra sur les attaques informatiques qu'ont connues les hôpitaux durant la crise sanitaire. On abordera ensuite les points qui expliquent la sensibilité de leur système d'information face aux cybermenaces. Et puis, pour terminer, nous verrons en guise de conclusion comment cette sensibilité des infrastructures a conduit à une hypersensibilité face aux cybermenaces. À la fin de ce webinaire, j'animerai une session de questions-réponses. Donc, si vous avez une remarque, un commentaire ou une question à remonter, n'hésitez pas à utiliser la zone de chat de l'application GoToWebinar. Je reprendrai ces questions à la fin afin d'apporter des éléments de réponse. Donc, pour commencer, je vous invite à revenir 3 ou 4 mois en arrière, où entre le mois de février et celui du mois de mars 2020, qui marquait en Europe le début de la pandémie, les actes malveillants des hôpitaux, visant les hôpitaux, auraient augmenté de 475%, soit 5 fois plus qu'habituellement, d'après une étude conduite par un fournisseur de solutions d'antivirus. Cette augmentation a même conduit Interpol à s'emparer du sujet en s'alarmant publiquement de la multiplication des cyberattaques dans les établissements de santé. Et justement, dans leur intervention, Interpol mettait en garde contre des atteintes potentielles aux vies humaines. Et on l'a vu sur les news qu'on a pu suivre durant cette crise, le champ d'action de ces attaques, il est international, puisque par exemple, on dénombrait, donc le 5 mai dernier, on dénombrait donc, depuis le début de l'année près d'une trentaine de cyberattaques concernant les systèmes de santé aux États-Unis. Et donc sur ces attaques, entre les vols de PC, les accès informatiques non autorisés ou encore le hacking de serveurs mail, c'est plus de 500 000 enregistrements de données patients qui ont été dérobés en un peu moins de 5 mois. Pour changer de pays, toujours à l'international, tout début juin, c'est en Afrique du Sud que cela se passe, où l'opérateur Life Healthcare a été à son tour impacté. Donc on le voit, une attaque internationale. Et pour en revenir en Europe, durant la crise sanitaire, vous avez pu entendre parler d'incidents en Angleterre, en République tchèque, en Roumanie par exemple, où 4 hôpitaux ont été victimes de ransomware, et plus proche de nous, spécifiquement en France, avec notamment la PHP. Donc ces attaques malveillantes qui surfaient sur la vague du Covid-19, elles vont de la classique tentative de phishing visant le personnel hospitalier, avec de fausses mises à jour à installer, et elles allaient jusqu'aux arnaques au président un peu plus sophistiquées. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard sur ce sujet. Et justement, dans le cadre d'une interview pour un papier que nous avons écrit sur le sujet, Charles Blanc-Rollin, qui est RSSI d'un des groupements hospitaliers de territoire en France et qui est également vice-président de l'APSIS, donc l'Association pour la sécurité des SI de la santé, nous racontait l'exemple de certains cyberattaquants qui prétendaient avoir des réserves de masques FFP2 et qui ont tenté de réaliser une fraude au virement bancaire dans l'un des GHT de France. Donc, vraiment une arnaque, type arnaque au président, ciblée sur le Covid-19, avec proposer des masques FFP2. Et toujours dans ce cadre des attaques autour du Covid-19, pendant cette crise sanitaire, toujours dans l'Hexagone, pour reparler des hôpitaux de la PHP, qui eux ont été victimes d'une attaque par déni de service visant à perturber l'accès aux messageries des personnels hospitaliers.
Mais est-ce bien simplement un phénomène conjoncturel lié à cette pandémie? Et n'est-on pas plutôt en face d'une fragilité plus chronique? Et on va le voir justement dans la suite de ce webinaire, cette faiblesse des systèmes d'information du monde de la santé, il est bien structurel autour d'un retard de maturité de cyber, d'un sous-investissement informatique chronique ou encore d'autres facteurs dont on va vous expliquer les fondements durant ce webinaire. Et justement, le premier de ces autres facteurs, et qui à mon sens le plus important, c'est le caractère attractif de ces systèmes et surtout des informations qui y sont stockées. En effet, on distingue deux grands types d'attaques lucratives contre les hôpitaux. D'une part, on va avoir l'extraction de données de santé et d'autre part, les ransomware. Donc, au niveau des données de santé, on note le caractère stratégique et ultra sensible de ces informations pour le fonctionnement du service hospitalier. Et donc, c'est une cible de choix pour les cyberattaquants car elles sont plus rémunératrices que de simples données personnelles. Et là-dessus, il ne faut pas oublier non plus le caractère confidentiel de ces données et la confiance qu'un patient accorde à l'hôpital qui le suit. En effet, que dirait un patient si son employeur ou son futur employeur avait connaissance de telle ou telle pathologie potentiellement chronique? Ça pourrait être gênant pour sa carrière professionnelle. Voilà, des données à caractère confidentiel qui sont typiquement revendues. Il y a des données à caractère de santé, des données médicales qui sont vendues sur le darknet. Et puis, pour passer au deuxième type d'attaque, qui est, alors là, pour le coup, vraiment hautement lucrative, là, je parle des ransomware. Eh bien, face à ce fléau, les hôpitaux sont malheureusement plus susceptibles que d'autres de payer les rançons du fait de leur obligation d'assurer la continuité des soins. On ne peut pas se permettre d'avoir des données patients dans un hôpital, d'avoir des données qui soient corrompues, qui soient chiffrées. Donc, on est plus tenté à payer la rançon que dans d'autres entreprises. Et donc, ça, les cyberattaquants le savent bien et c'est une cible de choix. Mais la donnée patient, ce n'est pas la seule motivation des cyberattaquants, car réussir à bloquer l'activité de ces établissements dans lesquels il y a des vies qui sont en jeu, ça représente un vrai levier de chantage particulièrement puissant pour arriver à leur fin. Et donc, voilà, comme je le disais, c'est un des caractères attractifs qui est l'un des principaux facteurs de sensibilité de l'environnement cyber. Comme second facteur, on note la perméabilité des réseaux. En effet, il n'est pas rare dans le milieu hospitalier que plusieurs réseaux coexistent avec des niveaux de confidentialité différents. On va donc par exemple retrouver un hotspot Wi-Fi public pour offrir de la connectivité aux patients hospitalisés ou en visite. On a ensuite le réseau informatique du système d'information qui lui aussi peut offrir parfois des points d'accès Wi-Fi qui sont plus ou moins sécurisés. Et enfin, on va retrouver le réseau opérationnel où on va retrouver les dispositifs médicaux ou autres machines sensibles qui sont connectées au système d'information. Or, parfois, et malheureusement, voire même souvent, un défaut de segmentation peut laisser des cybercriminels naviguer d'un réseau à l'autre. Et donc, depuis le Wi-Fi public, un cyberattaquant pourra se connecter au réseau des patients, puis au réseau médical ou au réseau administratif, et se propager ainsi dans le système d'information et potentiellement donc accéder aux équipements sensibles ou aux données de santé pour lesquelles il est venu ici, donc soit mettre à mal un équipement biomédical pour, par exemple, atteindre à l'image de marque de l'hôpital, ou alors voler typiquement des données de santé. Comme troisième facteur, comme un autre facteur qu'on va retrouver autour de la sensibilité des systèmes d'information de la santé vis-à-vis de l'environnement cyber, donc toujours dans la dimension technique, c'est l'utilisation courante et voire même parfois incontrôlée des équipements personnels. On parle de bring your own device dans le milieu de l'informatique. Alors les chiffres qui vous sont présentés ici, ils sont issus d'une étude qui a été menée auprès des hôpitaux américains en 2017 et 2018 par une entreprise qui s'appelle Spock et qui montre que avec 71% des hôpitaux qui autorisent l'utilisation des équipements personnels,
ça montre la propension au recours à de telles pratiques. Nous sommes ici dans le domaine vraiment du structurel, hein, puisqu'avec la mise en place, elle est structurelle vis-à-vis de ce qui se passe dans les hôpitaux, puisqu'avec la raréfaction des équipes d'infirmiers ou d'aides-soignants, par exemple, de plus en plus de personnes naviguent entre plusieurs environnements, avec notamment, on peut noter, des systèmes de vacation ou de remplacement. Donc tout ça favorise la mise en place d'usages d'appareils qui ne sont pas forcément gérés par l'équipe informatique, et d'autant plus que beaucoup de personnes partagent aussi leur temps entre un cabinet privé et l'hôpital, tout en utilisant les mêmes terminaux, ordinateurs et ou smartphones. Donc ça accroît encore ce phénomène-là. Et cette pratique donc d'amener un équipement qui n'est pas spécifiquement connu de l'équipe informatique, n'est pas sans risque, hein, puisque du coup on n'a aucun contrôle. L'équipe informatique n'a aucun contrôle sur ces équipements, et la plupart du temps, ces équipements, ils ne respectent pas toujours les règles de sécurité qui sont mises en place. Et même parfois, quand on parlait d'une personne qui partage son temps entre un cabinet privé et un hôpital, les règles de sécurité ne sont pas forcément les mêmes entre les deux organismes. Donc, la personne n'a qu'un seul appareil, et du coup, ça peut amener dans certains cas des risques. Et le risque, il est justement encore accru avec la population de médecins. Typiquement, on peut prendre l'exemple d'un chirurgien qui va rentrer chez lui le soir et qui va utiliser ou son smartphone, potentiellement être connu, voire son PC personnel, pour se connecter au réseau de l'hôpital afin de prendre connaissance de l'évolution du patient qui vient juste d'opérer. Donc une action qui est louable en soi, mais par contre qui présente un risque en termes de cybersécurité, puisque du coup l'environnement chez le praticien n'est pas du tout maîtrisé. Et même si les équipes de la sécurité informatique tentent de gérer ce risque, ils doivent faire face à des personnes qui malheureusement bravent les interdits, comme le montrent les deux visuels qui sont sur la droite de cette diapositive, où on voit que 2 personnes sur 5 du personnel infirmier et 3 médecins sur 5 utilisent leur propre appareil, alors que leur usage est interdit par la charte informatique de l'établissement dans lequel ils travaillent. Donc même quand les équipes de sécurité informatique tentent de mettre des règles en place pour gérer ce risque de bring your own device, ils doivent faire face aux personnes qui ne respectent pas les consignes. Et donc typiquement là, on rentre dans la partie facteur humain, hein, qui est un des autres facteurs qui montre la sensibilité des hôpitaux aux environnements cyber. Et quand on constate les pratiques comme le manquement aux règles que nous venons de voir, hein, au niveau de l'usage des appareils personnels, ou voire même le transfert de dossiers patients par mail entre un hôpital et une clinique, par exemple, parce que c'est plus pratique, parce que c'est plus facile, parce qu'on ne partage pas forcément les mêmes systèmes. Donc souvent, on est amené à faire ce genre d'actions qui ne sont pas sans risque vis-à-vis de la donnée patient, typiquement. Et donc, on se rend compte que la sensibilisation au risque cyber dans le monde hospitalier, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et c'est pourtant essentiel, hein, quand on voit encore des patients qui dans l'urgence, oublient de verrouiller leur station de travail lorsqu'ils quittent leur poste, laissant là libre accès aux données patients qui sont accessibles depuis ce poste de travail, justement, voire même potentiellement certains accès administratifs. Et quand on parle de caractère humain, de facteur humain dans cette sensibilité, il ne faut pas oublier que l'humain est la première cible des cyberattaquants qui vise à détourner par tous les moyens possibles l'attention du personnel. Rappelez-vous l'exemple que je prenais au niveau des masques FFP2 pendant la crise sanitaire. On sait tous que c'est un manque qui était dans les hôpitaux, dans toutes les cliniques de France. Et donc, quand on est une personne qui s'occupe de l'approvisionnement d'un hôpital, et quand on voit un email qui nous dit que j'ai des masques FFP2 pour vous, vous êtes grandement tenté de cliquer et d'ouvrir le fichier pour voir ce qu'il y a dedans. Et malheureusement, potentiellement, ça peut être un fichier malveillant. Et donc, on a vu, comme j'expliquais, des tentatives de fraude au virement bancaire dans l'un des GHT de France. Et je ne peux pas clore cette partie, hein, sur la sensibilisation au risque cyber sans mentionner
le fait que certains organismes, notamment en France, se sont engagés sur cette voie. Je pense notamment au groupement de coopération sanitaire e-santé des Pays de la Loire, qui a travaillé avec Orange Cyberdéfense à l'élaboration d'un escape game, qui est baptisé Santé Escape, santé numérique. Où là, le principe, c'est d'allier l'utile à l'agréable, je dirais, et donc d'expliquer et d'appliquer les bonnes pratiques en matière de cybersécurité dans le monde de la santé par le biais d'un jeu. Vraiment, voilà, il y a des manques, mais il y a des prises de conscience et donc des sensibilisations qui sont mises en place. Et comme autre facteur, on parlait de priorité, on parlait d'urgence, pour illustrer le cas de la station de travail non verrouillée. Et on voit ici que toutes les questions de priorité, d'une part, les hôpitaux sont contraints par une obligation de service. Donc concrètement, ils ne peuvent pas se permettre d'interrompre leurs soins, d'interrompre ne serait-ce que temporairement leur système d'information. Et donc c'est pourquoi que quand une infrastructure informatique évolue, quand on va déployer un nouvel équipement, c'est compliqué de basculer en mode maintenance, donc d'éteindre même brièvement certains appareils. Du coup, on a tendance à composer avec l'ancien et plutôt que d'appréhender le système d'information comme un projet global et d'appliquer une gouvernance propre à ce système global, on va gérer au coup par coup et on va déployer ponctuellement notre équipement sans prendre cette hauteur de vue sur le système global. Et par exemple, donc à l'époque de WannaCry, il y a 3 ans maintenant, alors c'est un exemple aux États-Unis, dans le National Health Service, donc, ou le NHS, le Bureau national d'audit britannique, qui est, je dirais, presque l'équivalent de l'ANSSI chez nous, rapportait que la majorité des équipements du NHS infectés utilisaient des versions, alors certes qui étaient supportées, qui étaient à l'époque Windows 7, par contre sur lesquelles les correctifs n'avaient pas été appliqués. Donc des vulnérabilités présentes qui ont conduit au fait que le National Health Service a été impacté par cette attaque WannaCry. Et donc quand on se retrouve comme ça avec une structure informatique qui évolue, dans la multiplication des équipements, avec une hétérogénéité de ces équipements, ce qui complexifie grandement la gestion de l'infrastructure et donc de sa cybersécurité. Et le développement numérique actuel de la santé, il ajoute une couche de complexité à cet ensemble. En effet, on doit avoir une ouverture plus grande des systèmes d'information de santé avec des organisations externes. Ça peut être soit d'autres établissements de santé, voire des organismes tiers. Donc, c'est déjà pas facile de parler d'hétérogénéité et la multiplication des équipements. Là, la transformation numérique, dont on parlera dans un second épisode, rajoute encore de la complexité à cette mise en place d'une cybersécurité. Donc ça, c'est le premier point au niveau de l'obligation de continuité de service. Et puis, d'autre part, on a le personnel médical opérationnel qui, comme nous l'avons vu, doit faire face à l'urgence médicale. Et ça se traduit dans les faits par une baisse de la vigilance numérique qui est louable. On l'a vu sur l'exemple de la station de travail non verrouillée. On imagine assez bien une alarme qui se déclenche dans une unité de soins intensifs et qui force le personnel médical à quitter son poste. Et dans la précipitation, on oublie de verrouiller sa session. Et donc, c'est une porte béante pour un cyberattaquant qui va pouvoir soit s'y connecter, soit juste brancher une clé USB pour par exemple, propager un virus. Voilà, de l'urgence, une question de priorité, donc à la fois de l'urgence médicale et la priorité au niveau de la continuité des services qui amène un autre facteur de faiblesse des systèmes d'information des hôpitaux face à la cyber. Et puis, je terminerai cette liste de facteurs qui expliquent la faiblesse ou la sensibilité face à l'environnement cyber, par le manque d'experts en cybersécurité, qui n'est en fait pas uniquement propre aux infrastructures hospitalières. C'est une notion qui touche tous les secteurs d'activité, tant cette expertise manque, suite à typiquement l'évolution conjointe et rapide du tout numérique et donc de la cybermenace qui va avec. Et donc les compétences en cybersécurité sont rares, c'est compliqué d'embaucher ce type de personnel. Donc c'est un manque qui touche également les hôpitaux.
Et en fait, cette expertise, on trouve le besoin de cette expertise à 3 niveaux. En premier lieu, on va noter la sensibilisation au risque cyber, où elle est plus facilement mise en œuvre quand des personnes qui mangent cyber ou des personnes qui boivent cyber, qui dorment cyber, sont là pour nous rappeler au quotidien, pour nous sensibiliser au quotidien et nous rappeler les gestes barrières. Hein. Comme on le sait, la répétition, hein, on l'a vu sur les campagnes de publicité vis-à-vis des gestes barrières dans le cadre de la crise sanitaire, la répétition fait partie des moyens d'apprentissage. Et dans le cadre de la cybersécurité, quand on subit par exemple plusieurs croissantages, on n'oublie plus de verrouiller sa station de travail. Ensuite, l'expertise en cybersécurité, elle facilite aussi la mise en place d'une politique de sécurité qui vise à augmenter le niveau de protection d'un système d'information au travers de la mise en place d'une gestion des risques sur les équipements les plus sensibles. Quand on est assez compétent, on est plus à même d'identifier ces risques et donc les accès aux données patients sont mieux appréhendés. La connectivité au scanner ou au robot chirurgical dernier cri est analysée dans sa globalité, dans toutes les interactions qu'on peut avoir avec le système d'information, afin de limiter les surfaces d'attaque qui peuvent potentiellement profiter de vulnérabilités sur ces appareils-là et d'améliorer ainsi la cyber-résilience de l'infrastructure hospitalière. Et puis enfin, le troisième niveau d'expertise, il s'applique essentiellement quand on subit une attaque, où là, elle est plus compliquée à acquérir puisqu'elle consiste à identifier, donc à connaître et à reconnaître les signaux évidents quand l'attaque a lieu ou précurseurs d'une cyberattaque, et donc d'adopter les actions qui visent à mitiger puis à éradiquer la menace avant de, une fois que c'est fait, on va pouvoir analyser la situation et faire des préconisations pour améliorer encore la sécurité. Donc ce manque d'experts en cybersécurité, c'est un fait. Par contre, on note en France, par exemple, que ce manque d'expertise, il est au cœur des préoccupations, notamment avec l'APSIS, hein, on en parlait tout à l'heure, qui consacrait en octobre 2019 son 5e colloque justement à la sensibilisation et à l'anticipation. Et durant ce colloque, il rappelait justement le rôle des cellules d'accompagnement cybersécurité des structures de santé, hein, les ACSS, comme appui et support qui pouvait apporter aux structures de santé au cours des différentes étapes d'une attaque, donc à savoir la détection, le confinement, la remédiation et enfin l'amélioration. Donc voilà, on voit qu'il y a une prise de conscience au niveau de la sensibilisation qui vise à fédérer un certain nombre de choses pour pallier à ce manque d'experts en cybersécurité. Et puis enfin, on en a parlé un petit peu, on le sent, il y a cette expertise en cybersécurité qui ne touche pas que ce secteur, mais on va retrouver aussi dans l'hétérogénéité de ces sous-systèmes où un équipement médical dernier cri va côtoyer un poste de contrôle avec un système d'exploitation obsolète. En fait, derrière tout ça se place un manque de moyens dans le secteur. Et ce manque de moyens, on en parle en ce moment beaucoup avec les Ségur de la santé en France. Il est donc particulièrement criant. Et en fait, il a été souligné par 2 sénateurs français, hein, Olivier Cadic et Rachel Mazuir, qui parlaient en fait de sous-investissement chronique. Donc, et pour renforcer ses propos, pour revenir à Charles Ban-Rolin, dont on a parlé au début de ce webinaire, lui déplore que dans les GHT français, il y a seulement 1% du budget général qui est consacré à la sécurité du système d'information hospitalier, alors que dans les autres pays du nord de l'Europe, cet investissement il s'élève à 5 et 6%. Donc on voit un manque de moyens qui est chronique et qui est aussi un des facteurs de sensibilité à la sensibilité des systèmes d'information hospitaliers à l'environnement cyber. Donc pour conclure, je dirais que nous avons vu pourquoi l'hôpital est par nature un milieu sensible aux cyberattaques. Nous avons vu que ce n'était pas uniquement
conjecturelle à la crise sanitaire du Covid, et que cette sensibilité est bien structurelle, d'une part au niveau de la continuité des soins, qui est particulièrement sensible au ransomware, et d'autre part face à l'urgence médicale et à l'amoindrissement de la vigilance numérique. Tout ça va s'adjoindre la transformation numérique, parce qu'on est vraiment sur, je dirais, un problème conjecturel qui est aggravé aujourd'hui par la transformation numérique que connaissent les hôpitaux, et notamment la nécessité de mailler et de connecter les grands hôpitaux du territoire. Et donc ce manque de moyens, il est exacerbé de nos jours. Et donc c'est pour ça que nous sommes en train de passer, en fait, ce qu'on illustrait, une sensibilité aux environnements cyber, à une hypersensibilité des hôpitaux face aux cybermenaces, qui est donc le titre de notre premier épisode sur cette série de webinaires que StormShield consacre à la cybermenace. Et donc pour apporter donc justement des éléments de réponse, on vous propose donc un ensemble de webinaires sur le sujet de la santé face aux menaces cyber. Donc aujourd'hui, nous avons vu les faiblesses et l'hypersensibilité des hôpitaux. Et donc la semaine prochaine, dans le prochain épisode, on reviendra sur les promesses et les enjeux de la transformation numérique dans le monde de la santé. On verra notamment quelles politiques mettre en place pour assurer une meilleure cyber-résilience des infrastructures hospitalières. Puis ensuite, sur les 2 épisodes qui suivront, nous vous présenterons les actions et les solutions à envisager au travers de cas concrets, d'une part pour protéger les dispositifs médicaux connectés, et puis d'autre part, dans un 4e épisode, autour de la protection des processus de la gestion des bâtiments. Et enfin, on ne peut pas parler du monde de la santé sans parler des données des patients. Donc nous verrons donc dans le dernier épisode la menace qui pèse sur ces informations et les moyens que l'on peut mettre en œuvre pour les protéger. Voilà, j'en ai terminé avec ce premier épisode. Je vous remercie de votre attention. J'ai maintenant passé à la session de questions-réponses. Je vais juste prendre connaissance de vos questions. Donc j'ai une première question qui concernait les données de santé qui étaient plus rémunératrices que les données personnelles. En quoi elles sont plus rémunératrices? En fait, on peut noter, typiquement, on retrouve les données de santé dans le dark web. Donc, ce sont des données qui ont une valeur marchande. Alors, les données médicales qu'on peut revendre, par exemple, à des laboratoires pharmaceutiques. Donc là, la valeur varie entre 30 et 200 bitcoins. Donc, ce qui représente 200 bitcoins, ça représente 1 million d'euros. Ça montre la valeur que peuvent avoir ces données. Et puis, on retrouve aussi des actes médicaux qui sont en vente sur le dark web, donc des ordonnances qu'on peut se procurer sur le dark web pour pouvoir accéder à des médicaments. Donc, une valeur marchande assez intéressante. Ensuite, j'ai une deuxième question qui concerne le croissantage. En quoi ça consiste? Alors, effectivement, ça fait référence au croissant. Donc, typiquement, c'est une pratique qui est en vigueur chez nous, chez StormShield. Le principe, donc, ça vise à sensibiliser les personnes à verrouiller leur station de travail pour empêcher qu'une personne ne vienne se connecter. Donc, le but, c'est bien qu'une personne externe vienne utiliser un poste dans un environnement connecté à potentiellement au système d'information. Le principe, c'est si une personne oublie de verrouiller sa session, les personnes qui sont autour de ce poste de travail vont dessus, utilisent la messagerie de la personne qui a oublié de verrouiller sa session et elle envoie un email au service, aux personnes qui sont connectées, qui connaissent, donc qui sont dans l'environnement, en les invitant le lendemain ou le surlendemain à profiter de croissants amenés par la personne. Et donc, bien sûr, la personne doit ramener ses croissants. C'est pour ça que je disais, quand on a fait quand on a subi quelques croissantages, on n'oublie pas de verrouiller sa session, même en cas d'urgence, ça devient un réflexe en fait. Et donc c'est une des pratiques un peu ludiques, je dirais, autour de la sensibilisation à
la cybersécurité. Alors, j'ai une question, comment rendre intéressant et ludique une petite formation de cybersécurité à un utilisateur de bureautique lambda? Effectivement, c'est pas, on parle de sécurité, donc on parle de contraintes souvent. Je reprendrai l'exemple qui a été fait dans l'association dans les Pays de Loire. Ils ont mis en place un petit jeu. Alors, ça peut être des petits jeux de rôle, ça peut être des personnes, typiquement le pourcentage en est un, ça permet de sensibiliser par le jeu le personnel à la cybersécurité. Alors, ça peut paraître anodin juste sur le fait de doubler, dérouler sa station. Par contre, ça inculque une certaine culture cyber, ça montre l'importance de la donnée, l'importance du système d'information. Et donc, du coup, les personnes, elles s'ouvrent à d'autres problématiques autour de la cybersécurité. Donc, ça peut être… Le mieux, c'est comme pour les enfants. Hein. Les enfants, ils ont du mal à apprendre. Et on sait bien que le jeu facilite l'apprentissage. Donc, ce qui a été fait dans l'association des Pays de la Loire est un bon exemple. Alors, par contre, c'est vrai que c'est un escape game, donc ça pourrait peut-être un petit investissement. Mais on peut mettre en place des jeux comme ça, comme le croissantage ou comme des jeux de rôle qui peuvent être mis en place dans une entreprise pour sensibiliser les gens à la cybersécurité. Voilà. Ensuite, j'ai une dernière question. Donc au niveau des épisodes suivants, donc je pense que sur les épisodes 3 et 4, est-ce que vous allez nous parler de vos produits, donc des produits Storm Shield? Alors, le but, ce n'est pas de vendre nos produits, le but, c'est de vous sensibiliser à ce monde, hein, de vous donner des pistes pour vous aiguiller. Alors, on parlera un petit peu de nos produits, mais vraiment très succinctement, pour vous montrer les avantages qu'on a dans le domaine. Par contre, si vous êtes intéressé, je vous invite à prendre contact avec, en envoyant un email, comme c'est indiqué sur le slide, à sales@stormshield.eu. Si vous voulez plus d'informations sur nos produits, nous nous ferons un plaisir de revenir vers vous. Une dernière question sur est-ce que la présentation sera disponible en podcast? Oui, elle sera disponible sur la landing page que vous avez utilisée pour vous inscrire à ce webinaire. En fait, on va mettre cette landing page va vivre, donc à chaque, on va mettre en place l'accès au replay qui nous permettront donc de prendre connaissance de ce webinaire et de le partager avec les personnes qui pourraient être intéressées. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à la semaine prochaine pour le deuxième épisode. Merci, au revoir.